Et c'est parti normalement. Voilà. Alors, Nolwenn n'a pas pu allumer sa caméra. Bon, c'est pas grave tant qu'on a le son. Très bien, donc, ok. Donc Laura, on lui donnera la parole tout à l'heure. Eh bien, comme d'habitude, hein, voilà, vous êtes toutes des habituées, donc vous savez comment ça se passe. Donc ce soir, ce qui nous intéresse, c'est le livre de Gabriel Garcia Marquez, Chronique d'une mort annoncée. Euh, voilà, je vais vous donner la parole à tour de rôle. Je vais faire dans l'ordre. Donc, Naïma, est-ce que tu veux bien commencer, s'il te plaît, nous dire ce que tu as pensé de ce livre? Je ne vois pour le moment. On t'entend, Là, hein? oui, là c'est bon. Oui. Ce soir, faut se préparer à bouffer. Ouais, même si je fais une crise, il faudra. C'est bon, Naïma, la parole est à toi. Oui. Alors moi, au début, j'étais très étonnée qu'il annonce la fin de son roman criminel dès le début. Donc, je me disais où est le suspense du coup. Et pourtant, je l'ai trouvé passionnant parce que je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être une autre issue à l'histoire, en fait. Et donc, après, au bout d'un certain temps, j'ai compris qu'il continuait sur sa lancée, que ça restait comme ça. Et donc, je l'ai trouvé très intéressant dans la mesure où les faits sont vraiment très détaillés. Hein. Donc, au niveau de ce qui s'est passé, au niveau des personnes qui interviennent et et dont personne ne peut, et qu'aucune d'elles n'a pu arrêter le destin tragique de ce meurtre qui s'est réalisé quand même. Et donc, c'était comme une course contre ce destin qui s'est quand même réalisé, en fait. Au niveau du style, je trouvais que il y avait, par moments, j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu trop de personnages, donc parfois je perdais comment on dit, Überblick en allemand, je perdais la vision globale, par moments très court, et puis après je me rappelais de la personne, ah ben c'était celle-là. Et par rapport au... J'étais surprise au niveau comme la mort était annoncée au départ, à la fin, en fait, c'est à la fin que moi j'ai le sentiment que dans ce roman, la recherche n'était pas du tout de l'assassin, mais plutôt du pourquoi, en fait, qu'il s'agissait, enfin, qu'on va rester quand même sur notre fin par rapport à comment elle s'appelait, Angela, qui était l'amant d'Angela, parce que ça reste jusqu'à la fin. On le connaît pas. J'ai l'impression que après, à la fin, je suis restée sur ma fin sur ce point-là. Après, je me suis dit peut-être c'était ça plus ou moins l'énigme. Hein. Donc, au lieu de découvrir le criminel, on découvre le motif, mais sans que ça soit dévoilé à 100%. Ok. D'accord, Naïma, merci. Alors, je vois que la main est levée du côté de chez Emma. Oui, bonjour. Moi, ce livre, d'abord, je l'ai pris un peu comme un policier, ou tout au moins un livre à suspense. Parce qu'on sait tout dès le départ, mais on veut en savoir davantage de page en page. Et j'ai l'impression
que c'est un crime parfait. Parce que c'est pas les 2 frères qui tuent, qui sont bon, on les comprend, ils ont l'honneur, et cetera. Mais je crois que c'est Angela qui, pour des motifs qui lui sont propres, peut-être, elle est jalouse, peut-être, elle a été blessée parce que, Nazar lui dit, page 35, il parle à son frère et lui dit: «Elle est maigre comme un hareng sort, elle est conne ta sœur, ta cousine». Bon, et en plus, il est beau, il ne veut pas la regarder, alors peut-être qu'elle a une animosité vis-à-vis de lui. Et c'est elle qui, quelque part, commandite, sans dire la cause, sans dire pourquoi, quand, elle commandite le meurtre. Et je pense que c'est peut-être ça qui était, enfin pour moi, c'était ça un peu le plus intéressant, de savoir que c'était à la fois un suspense et puis à la fois un, un assassin pas connu, véritablement. C'est bon pour moi. D'accord, merci Emma. Ok, intéressant. Alors du coup, comme Chantal est juste à côté, est-ce que Chantal veut prendre la parole? Oui, moi c'était bon, je l'avais déjà lu ce livre parce que j'aime beaucoup Garcia Marquez comme auteur. Donc j'avais déjà lu au moins 2 fois. Donc mais c'était intéressant de le relire parce que mais en fait cette fois-ci je l'ai lu comme peut-être plus une explication de l'intention de l'auteur où j'ai l'impression qu'il nous embarque dans cette histoire qui est pas vraiment une chronique puisque c'est pas linéaire hein, comme présentation, mais pour nous amener vers je sais pas vers la culpabilité, la complicité collective d'un village qui est un peu bon isolé et qui amène au meurtre, et aussi le poids des traditions. Le poids des traditions, c'est quand même un crime d'honneur, on va dire ça comme ça, hein, même si c'est un peu tiré par les cheveux cette histoire, mais c'est un crime d'honneur et tout le monde conçoit que ce crime d'honneur doit se réaliser, doit se faire parce que c'est ainsi, les traditions, les conventions veulent ça. Et donc tout se passe pour que tout le monde le sache, tout le monde en parle, tout le monde se le transmet, mais que tout le monde participe au fait qu'il ne faut pas empêcher, voilà. Et donc, ça fait penser à plein d'autres situations sur la loi du silence, ces choses-là où tout le monde sait. Et en fait, la chose qui ne devrait pas se passer, par exemple un crime ou autre chose, eh ben, se réalise, enfin a eu lieu, quoi. Donc, c'était vraiment intéressant, j'ai trouvé de le relire tant d'années plus tard. C'est vraiment, j'ai pris du plaisir. J'ai trouvé qu'il y a un peu d'humour, c'est un peu burlesque aussi. Enfin, voilà. C'est un bon moment. Très Mais je bien, connaissais bon, bien le bouquin, hein. Voilà. très bien. Bon, bah super, Chantal. Merci. Euh, oui, d'accord. Alors, on va écouter Anne-Lise à présent. Oui, bonjour. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Contrairement à ce qui a été dit, j'ai pas du tout pris ça pour un roman policier. Je pense que la construction est vraiment très différente. Ce qui m'a interpellée, c'est j'ai eu vraiment l'impression que c'était la juxtaposition, enfin le mélange de 2 styles, c'est-à-dire un récit et une chronique. Et c'est vraiment très, très, très étonnant comme façon de raconter en fait cette histoire. J'ai trouvé que le fait aussi que le narrateur, c'est aussi le chroniqueur, mais il fait aussi partie de l'histoire, puisque par moment, on le rencontre dans l'histoire. Euh, et donc, j'ai vraiment trouvé que c'était très ciselé, cette écriture et cette construction. C'est pas du tout linéaire, on l'a dit. On sait dès le début ce qui va arriver, puis ensuite on suit les personnages principaux avant, ensuite on suit même la femme après, et puis ensuite on arrive vraiment tout à la fin au cœur du crime. C'est pas du tout linéaire, et pourtant on est emporté. Ça m'a pas du tout gêné. C'est vraiment très intéressant comme façon de raconter, je trouve. Le fait que ça soit une chronique et que à des moments clés, il cite carrément la personne quand il est venu lui en parler plus tard. Je trouve que ça rend ça très vivant. Ça permet de bien comprendre dans quel état d'esprit était la personne au moment où eh ben, elle est intervenue dans cet enchaînement de faits qui s'est déroulé. Et j'ai trouvé que ça rendait le roman très, très vivant. Enfin, voilà. Je trouve que
c'est vraiment, enfin, moi, j'avais jamais vu une écriture comme ça, une construction de cette sorte. J'ai lu ce que vous aviez envoyé sur l'auteur et qui compare ça, alors d'abord qui dit, je crois qu'il est journaliste hein, et il a beaucoup alimenté, enfin il trouve que le récit alimente le journalisme et vice versa. Je trouve que c'est un exemple, vraiment ce livre, c'est un exemple de ça. C'est-à-dire qu'il utilise la chronique, donc un peu une enquête journalistique, et en même temps, il l'insère dans un récit. Et je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. Et il parle aussi dans l'interview du fait que pour lui, l'écriture, c'est comme, enfin, un écrivain, c'est comme un menuisier, c'est de la menuiserie. Et je trouve que ce livre, c'est comme une marqueterie très fine, très délicate, avec des essences différentes, le récit, la chronique, tout ça mélangé. Et ça fonctionne très, très bien. Et à la fin, ça fait un motif, je trouve, vraiment qui se tient et qui est très beau. Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Alors, je ne sais pas si Garcia Marquez écrit toujours comme ça, mais en tout cas, ça m'a donné envie de lire plus de cet auteur. Bon, bah super, Annelise, très bien, très bonne intervention et oui, sur le style de Garcia Marquez, moi je suis pas une experte de cet auteur-là, peut-être que d'autres connaissent mieux et pourront intervenir. On va écouter Nolwenn. Oui, bonsoir. Alors moi, je vais aller à contre-courant parce que je n'ai pas aimé. En fait, je me suis vraiment ennuyée. J'avais hâte que le livre se termine. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de suspense particulier puisqu'on sait ce qui va se passer dès le début. Je me suis un petit peu perdue entre les personnages, un peu comme Naïma. J'ai trouvé qu'il y avait une profusion de détails qui ne m'a pas intéressée. Et enfin, le sujet du crime d'honneur m'a profondément ennuyée et agacée. Bref, vraiment un fiasco me concernant. J'ai juste retenu ce petit passage que j'ai trouvé intéressant. J'imagine que c'est le message de l'auteur pour expliquer le fait que finalement tous les personnages font comme s'ils n'avaient rien vu. C'est en page 95. La plupart de ceux qui auraient pu faire quelque chose pour empêcher le crime et qui se dérobèrent se consolèrent en invoquant le préjugé selon lequel les affaires d'honneur sont des cases hermétiques auxquelles ont seul accès les maîtres du drame. L'honneur, c'est l'amour, ai-je entendu dire à ma mère. Voilà, donc on va dire que c'est le seul passage qui a retenu mon attention parce qu'il permet d'expliquer les intentions de l'auteur. Autrement, j'étais très contente de terminer cette lecture. D'accord, bon, c'est toujours intéressant quand on a des avis très différents comme ça. Tu en as lu d'autres, Nolwenn, de Gabriel Garcia Marquez? Non, je ne connaissais pas du tout. D'accord, d'accord. Très bien. On va écouter Fabienne. Bonjour. Moi, je connaissais pas Garcia Marquez non plus. J'ai plongé dans l'univers en fait dès les premiers mots parce que je trouvais que l'Incipit était vraiment percutant. Donc ça, j'ai bien aimé. J'ai eu l'impression de voir les scènes en fait à travers les yeux du narrateur et je trouvais qu'il y avait un côté un peu cinématographique. Je pense que l'utilisation du jeu fait qu'il y a une proximité avec le lecteur et voilà, j'étais un peu déçue par le détachement. Je trouvais qu'il y avait un ton très détaché de ce narrateur. C'est quand même le meurtre hyper brutal de son ami et on n'a pas vraiment en fait accès à ses émotions, etc. Ça m'a un peu manqué. Alors je me suis dit bon ok, les faits remontent à 23 ans, mais quand même, enfin voilà, ça m'a un peu surprise. Bon voilà, après j'avais noté des choses sur la société, la peinture de la société patriarcale, etc. Mais ça a déjà été dit. Euh, Après, moi j'ai eu une sensation un peu bizarre. La figure de la mort, je trouvais, était traitée presque comme un personnage, une espèce d'ombre qui planait sur le roman, dans l'ambiance, etc. Voilà. Il y a une chose qui m'a intriguée que j'ai
à mon avis, je suis passée à côté, j'ai pas compris. C'est la présence de l'évêque qui est attendu par tout le monde et qui en fait ne débarque jamais. J'ai pas bien vu. Alors l'évêque, c'est le catholicisme. Pourquoi il débarque jamais? Est-ce que le village est pas assez important pour lui? Est-ce que il veut pas donner? Enfin, je sais pas. Le village est damné, banni. J'ai pas bien compris. J'ai eu l'impression que c'était important, mais j'ai pas saisi. Euh, donc les personnages nombreux, ça a été dit. J'ai trouvé qu'ils étaient tous liés les uns aux autres et qu'ils étaient quand même particulièrement bien caractérisés pour un roman qui est court, qui a autant de personnages. Je trouvais que c'était assez bien fait, ça, la caractérisation des personnages. Euh, Ensuite, j'ai noté aussi, ouais, le fait, j'avais l'impression que ce récit qui n'est donc pas, on peut pas vraiment dire que c'est une chronologie inversée, mais ouais, c'est non linéaire en tout cas. Et moi, j'ai eu une sensation d'imbrication, de cercle concentrique, je sais pas trop comment dire, et comme une sorte de tourbillon narratif et qui nous embarque quand même. Et j'ai trouvé ça très étouffant. Grosso modo, j'ai eu la sensation de lire un conte morbide sur la fatalité. Euh, Quoi d'autre? Je regarde mes notes. Donc pour conclure, ouais, je pense que tout le reste a été dit. Donc je dirais que c'est vraiment pas ma tasse de thé en fait, ce roman. Euh, J'avais pas aimé non plus Le Magicien de Lublin, donc je me dis que finalement le réalisme magique, c'est pas mon truc. Mais je suis quand même vraiment contente de l'avoir lu et je trouve que c'est pour ça que le club de lecture est bien, c'est que ça nous pousse à aller dans des univers où probablement je serais jamais allée toute seule. Voilà, donc merci Christine pour ce choix, même si comme Nolwenn, j'ai été un peu pressée de le terminer. Voilà. Très bien, bah, avec plaisir, Fabienne. C'est intéressant, ce partage. Euh, ouais, je reviendrai peut-être sur ça après. Donc, il nous reste, on n'a pas entendu Marlène encore. Est-ce que Marlène veut bien prendre la parole? Bonsoir et Bonsoir, désolée pour ce petit retard de connexion. J'y arrivais pas. J'ai eu un petit problème. pas de souci. Moi, je me situe un petit peu entre Anne-Lise et Nolwenn et Fabienne, même si je n'ai pas détesté le livre. Euh, comment... Ça n'a pas été un coup de cœur, c'est sûr. Je ne me suis pas énormément attachée au personnage. J'ai lu le roman avec beaucoup de distance et d'un œil assez froid. Je me suis demandé si la narration omnisciente y était pour quelque chose, mais peut-être pas, parce qu'il y a plein de romans écrits en omniscient et qui permettent quand même de s'attacher au personnage. J'ai eu du mal à me l'expliquer. Je me suis dit peut-être qu'il y a trop de personnages. Moi, j'ai essayé de me focaliser sur les personnages principaux. Tous les personnages qui venaient en sus pour, étant donné que le narrateur menait sa propre enquête, il glanait des informations. Bon, j'ai vite oublié les noms, les prénoms parce que je m'en mêlais un petit peu les pinceaux. Donc, je suis allée à l'essentiel. Euh, voilà. Néanmoins, j'ai trouvé que c'était un roman intéressant. Bon, je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit Anne-Lise hein, par rapport à la construction. Je suis tout à fait de cet accord, de cet avis, je veux dire. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Euh, la manière dont l'auteur déroule l'histoire est intéressante. Euh, je Ah oui, il y a quelque chose que j'avais relevé concernant Angela Vicario, parce qu'à un moment donné, j'ai été surprise quand j'ai lu qu'elle s'était mise à aimer l'homme à qui elle était promise une fois qu'il l'a répudiée. Alors ça, j'ai trouvé ça étrange. Je,
Mais bon, comme j'ai tendance à croire ce que je lis, je me suis dit, bon, bah, ok, il dit qu'elle l'aime, ok, je veux bien. Donc, j'ai essayé de me demander pourquoi. Je me suis dit peut-être qu'elle est tellement rongée par la culpabilité, parce que bon, à l'époque, bon, c'était ne plus être vierge le soir des noces, c'était un véritable affront. Donc peut-être qu'elle a ressenti tellement de culpabilité, d'empathie que petit à petit, ça a nourri des sentiments. Elle a nourri des sentiments pour lui, je sais pas. Voilà, j'ai trouvé ça un peu, j'ai pas tout compris à ce niveau-là. Mais sinon, voilà. Sinon, j'ai trouvé l'histoire intéressante. J'ai essayé de voir en Santiago les traits d'Anthony Delon, hein. Mais c'est pas pour ça que je me suis attachée au personnage. Voilà, j'ai eu du mal. D'accord, merci Marlène. Oui, Anthony Delon, c'est donc l'acteur dans l'adaptation cinématographique. Moi, je l'ai pas vu, mais c'est ce que j'en déduis de ton intervention. Oui, 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 je d'accord. l'avais vu il y a très très longtemps, euh, et je me rappelais plus trop de l'histoire, à vrai dire. Oui, d'accord. Très bien. Alors, donc Naïma a levé la main. Moi, je vais d'abord donner la parole à Laura, qu'on n'a pas encore entendue, et ensuite on écoutera Naïma, mais d'abord Laura. Bonsoir, oui, désolée, hein. Vous m'entendez bien? Oui, vous m'entendiez un peu trop, je pense, tout à l'heure. Du coup, moi, Garcia Marquez, c'est un écrivain que j'aime bien aussi. Notamment, il a écrit 100 ans de solitude, qui est mon roman préféré, en fait. Du coup, j'étais vraiment très contente que ce soit le sujet d'un club de lecture. Et du coup, je l'ai lu très attentivement. Alors moi, c'était pas non plus le gros coup de cœur, hein. Je trouvais pas que c'était son meilleur roman. Mais quand même, il y a des petites choses qui me rappelaient son écriture habituelle que j'ai bien aimée. Et notamment, c'est quand même fréquent avec Garcia Marquez, le coup des millions de personnages et le fait d'être perdu et de pas suivre. C'est un roman où on doit lâcher prise, je pense. Enfin, j'ai l'impression que l'écrivain, il s'attache pas tellement à ce qu'on se rappelle qui est qui. Dans 100 ans de solitude, ça se ressent très très fort et j'avoue qu'ici, j'ai retrouvé un peu ça, alors que c'est un roman très court. Et j'ai noté qu'il donne toujours un petit indice qui permet quand même de retrouver qui est la personne dans sa structure. Et il fait ça bien parce que économie de mots, il donne pas des longues descriptions des gens, jamais de longues descriptions avec lui, mais on se rappelle, ah oui, ça c'est la tante, ah oui, ça c'est, grâce à un petit indice, ça c'est fort quand même là. Et alors c'est toujours des très longs noms comme ça, c'est rigolo. On plonge vraiment dans un monde qui est très différent du nôtre. Ici, une chose qui m'a posé question, je me suis vraiment demandé qu'est-ce qu'il essayait de nous dire. Et vraiment, j'avais du mal. Et il y a une personne dans les personnes qui ont parlé qui a dit qui a parlé du poids des traditions. C'était toi, Emma, je pense, ou Anne-Lise, je ne sais plus. Mais du coup, j'ai l'impression que là, vous avez mis le doigt sur quelque chose. Moi, en tout cas, en terminant ce roman, je me suis demandé, par contre, ce qu'il essayait de nous dire. Je pensais que c'était quelque chose sur le destin et le fait qu'il y ait des choses inéluctables contre lesquelles on ne peut rien. Mais ça ne me paraissait pas super pertinent. J'ai l'impression que le coup du poids des traditions, c'est peut-être bien de ça qu'il essaye de parler. Et j'ai pas eu le temps, malheureusement, de lire des interviews et tout ça. J'aurais vraiment voulu savoir. D'ailleurs, si toi, Christine, tu as la réponse à cette question, quel est son message? Ben, ça m'intéresse. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il utilise cette histoire comme un prétexte pour parler de ce village, en fait. Et je trouve qu'on voit très bien comment ça fonctionne dans ce village. Dans la manière dont il décrit l'événement et qu'il raconte cette espèce d'enquête faite a posteriori, ben on voit plein de choses dans leur tradition, dans la dynamique entre les personnages, dans la façon dont on vit là-bas. Et c'est tellement différent de chez nous. Et pourtant, on s'y trouve vraiment plongé, on le visualise très bien. Et moi, je trouve qu'il est fort pour ça, Garcia Marquez. J'aime aussi son écriture, que je trouve subtile. Il met de l'humour, je trouve qu'il est bienveillant. Il a beaucoup de tendresse sans complaisance vis-à-vis de ses personnages. J'aime ça chez lui. Il leur rend justice. De la même manière qu'il rend justice aux femmes aussi, je trouve.
ils le reconnaissent qu'elles font bien et tout ça. J'aime bien cette tendresse que je sens au travers de son écriture. Voilà, c'est en gros ce que j'avais noté. Je vérifie si j'avais rien d'autre. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Très bien, merci Laura. Bon, bah c'est riche parce qu'il y a des avis très partagés, des personnes qui connaissaient pas du tout cet auteur, d'autres qui connaissaient bien. Alors Naïma, tu souhaitais intervenir? Oui, moi je trouve que c'est un mélange c'est comme une enquête policière, mais en même temps écrite dans un style journalistique, donc très, comment dire, c'est pas brodé en fait, c'est au niveau des mots, des tournures de phrases sont assez simples, donc c'est un roman facile à lire. Et ce que j'ai aimé enfin, je vais dire deux choses. Une chose que j'ai beaucoup aimé dans le roman, c'est les personnages comme il les créait, mais on dirait qu'il restait quand même un peu superficiel. Moi, ça m'a manqué un petit peu de la psychologie de ces personnages. Je suis restée sur ma faim à ce niveau-là. Par contre, j'ai beaucoup aimé la technique d'écriture. Je trouve que c'est vraiment très... c'est très intéressant à analyser parce que cette écriture circulaire, en fait, parce que ça commence par la mort de Santiago et ça se termine par sa mort. J'ai trouvé aussi la fin vraiment grandiose que ça soit dans cette... parce qu'il aurait pu mourir devant la porte sans que la mère elle-même ferme la porte. Et pour moi, c'est pour ça que je suis allée sur cette voie du destin inéluctable. Il y a des choses qui sont plus fortes que l'homme, que nous, qui vont faire que si quelque chose doit se réaliser, se réalisera. C'est peut-être pour un esprit européen un peu difficile à imaginer, mais il y a beaucoup de cultures dans le monde où il y a cette croyance que le destin, on ne peut rien contre le destin. Et que si quelque chose doit arriver, elle arrivera. Et donc pour moi, pour l'Amérique latine, ça ne m'étonne pas. D'écrire un roman dans l'idée principale serait justement le destin. Et puis bon, bien sûr, la complicité du village qui est là, mais on dirait que même les gens qui auraient voulu faire quelque chose n'ont pas pu le faire. Et donc ça va aussi dans cette voie que le destin est plus fort que nous. Okay. Mais j'ai beaucoup aimé le style, la façon d'écrire, vraiment, la technique est excellente. Ok. Anne-Lise souhaite ajouter quelque chose? Oui, vous m'entendez? Parce que j'ai été obligée de me reconnecter au moins 2-3 fois, ça n'arrête pas de sauter, je suis désolée. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Naïma, c'est vraiment le destin, je dirais la fatalité. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a parlé fatalité. C'est vraiment, pour moi, le roman, enfin, c'est pas un roman, c'est une chronique récit. Ça parle vraiment de la fatalité. Alors, par contre, je dirais pas que le village va dans ce sens-là et laisse faire. Au contraire, on a l'impression, enfin moi, comment je l'ai ressenti, c'est que alors que c'est un petit village, une petite communauté, tout le monde se connaît, il y a eu à plein de moments la possibilité d'interrompre en fait la chaîne des événements qui se met en place, des gens qui ont voulu alerter, mais l'alerte est arrivée trop tard ou pas, des personnes qui ont changé leurs habitudes, alors que si elles avaient gardé leurs habitudes, elles auraient sans doute pu intervenir. Mais j'ai pas l'impression qu'ils étaient complices. Personne n'a voulu aller. À un moment même, il dit que les deux frères, quelque part, ils criaient tellement partout qu'ils allaient tuer qu'en fait, ils le faisaient sans doute quelque part pour qu'on les arrête. Et c'est vraiment ça. On a vraiment l'impression que il y a un enchaînement de faits qui ont mené à cette mort, alors que
elle aurait dû logiquement être interrompue. Il y a eu plein de possibilités où elle aurait pu être, la chaîne aurait pu être interrompue et on aurait pu éviter le pire, mais ça n'a pas marché. C'est un concours de circonstances qui a fait que, eh bien, on est arrivé quand même à l'assassinat de Santiago. Donc moi, je l'ai ressenti comme ça, et je voulais réagir aussi sur le fait que on a dit plusieurs fois qu'on ressentait pas beaucoup le sentiment du narrateur, que les personnages, leur psychologie n'était pas développée. Je pense que c'est le parti pris de l'auteur, et que le fait de faire ça sous forme de chronique, c'est vraiment l'idée. Et en fait, comme disait Laura, on plonge complètement dans ce petit monde, en très peu de mots, en fait, en très peu de pages, mais c'est brossé par petites touches, et il n'y a pas effectivement de longues explications de la psychologie des différents personnages. Par contre, grâce aux citations que l'on fait de ce que eux pensent et de ce qu'eux disent après, quand ils répondent aux interrogations, en fait, au moment où il y a l'enquête, eh bien, on se rend tout à fait compte de qui ils sont, de leurs relations les uns avec les autres. On comprend très bien la relation de tous ces personnages dans cette petite communauté, et on comprend très bien leur relation avec les principaux protagonistes. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment comme brossé par petites touches, et moi c'est ça qui m'a plu en fait. Je trouve que c'est très fort. Voilà. Je trouve que c'est un tour de force. Je pense que l'écriture de ce livre a dû être très longue, ou en tout cas c'est vraiment une écriture très, très délicate et très travaillée, j'ai l'impression. Ok, merci pour cette intervention. Je voudrais juste, si possible, par rapport à la discussion sur fatalité, complicité, est-ce que Nolwenn, tu peux relire le passage que tu as lu tout à l'heure, s'il te plaît? Oui. Mais la plupart de ceux qui auraient pu faire quelque chose pour empêcher le crime et qui se dérobèrent se consolèrent en invoquant le préjugé selon lequel les affaires d'honneur sont des cases hermétiques auxquelles ont seul accès les maîtres du drame. Merci. Alors, je voulais que tu le relises parce qu'effectivement, hein, il y a plusieurs avis partagés sur cette question-là, enfin différents. Et Laura, tu me demandais si moi j'avais la réponse à qu'est-ce que l'auteur a souhaité transmettre à son lecteur. J'ai pas une réponse scientifique, académique à donner. J'ai mon propre ressenti de lectrice qui est fortement influencé par qui je suis et peut-être aussi par l'actualité, hein, dans laquelle nous sommes. Mais il est vrai que tout à l'heure, quand Emma a parlé de complicité collective, moi je vais dans ce sens-là, et je dirais complicité collective dans la passivité en fait. Donc c'est assez opposé à ce que vient de dire par exemple Anne-Lise. Moi je crois que de ce que j'en ai retenu, je l'ai lu il y a plusieurs mois maintenant et j'ai pas eu le temps de le relire. Mais j'avais retenu qu'effectivement il y a un côté oh ils fanfaronnent en fait, ils disent qu'ils vont le tuer, mais voilà. Et donc bon, on prend pas ça tellement au sérieux pour certains personnages en tout cas, et donc on laisse un peu couler. Et je pense que s'il y a ce passage-là que nous a lu Nolwenn, voilà, ça nous met quand même sur la piste que l'auteur, en tout cas, nous invite à nous interroger, hein, à dire attention, voilà, à force de se dire de toute façon ça doit arriver, est-ce qu'on n'est pas complice dans l'histoire? Voilà. Et si je mets ça dans un contexte, sans rentrer dans un débat politique, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir, voilà, par rapport à ça. Alors après, merci pour toutes vos interventions. Moi, pareil, c'est pas un coup de cœur du tout. L'univers hispanique est très éloigné du mien, de mes centres d'intérêt, donc je connais très peu en fait les auteurs hispanophones. Je voulais quand même que pour cette année du club de lecture sur les prix Nobel, on ait une variété d'auteurs. Et c'est pour ça quand Fabienne m'a remercié sur le choix, ça me fait plaisir parce que je ne veux pas vous proposer que des textes que moi j'aime. Hein, c'est pas ça l'exercice. C'est d'avoir une variété, c'est d'avoir un horizon le plus vaste possible de tous ces grands auteurs qui existent. Et voilà. Et donc, quand j'ai fait ma programmation, bon, c'est vrai que j'avais mes petits chouchous, hein, mais je voulais aussi qu'on ait des auteurs
moins lu, moins attendu. Bon, Gabriel Garcia Marquez, pour moi, c'était un peu incontournable parce que c'est quand même un géant pour ce qui est justement de la littérature hispanophone. Voilà. Moi, j'avais lu Cent ans de solitude avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Je dois dire que ça fait partie des livres où j'ai ramé pour aller jusqu'au bout. Ça fait partie des livres qui, bon, bah, comme c'est devenu un classique, il faut l'avoir lu. Donc, c'est vrai que c'est pas ma tasse de thé, a priori, cette écriture-là. Celui-ci, je l'ai choisi parce qu'il était court, c'était bien pour le format du club de lecture. Je ne connaissais pas, donc je l'ai lu pour le club de lecture. J'ai trouvé des choses très intéressantes en termes d'écriture. C'est vrai que on plonge dans un univers, on le voit. Et moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à titre personnel, c'est pas un univers qui, je me suis pas dit chouette. Voilà, ça me parle pas, ça résonne pas. Mais néanmoins, l'Inkipit, je l'ai trouvé très intéressant, et très inhabituel en fait, l'Inkipit. Et c'est ça qui m'a aussi happé. J'ai dit tiens, voilà un texte écrit de façon rare, inhabituelle. Et donc, qu'est-ce qui fait que c'est inhabituel? C'est effectivement ce mélange. On sent très fortement l'influence journalistique. On sent donc après on comprend qu'effectivement le titre, chronique, et j'ai trouvé ça intéressant ce mélange de justement d'avoir ce détachement du journaliste, de raconter les choses de manière assez factuelle, et en même temps on a la prose aussi assez foisonnante de Garcia Marquez. Il y a quelques passages quand même qui sont très littéraires, où on sort quand même du domaine journalistique. Pardon. Moi non plus, je suis pas du tout une férue de réalisme magique. Et puis du coup, les thématiques qui sont abordées, pas non plus ce vers quoi je vais, mais j'ai trouvé intéressant justement cette porte ouverte sur une réflexion. Voilà, que penser de ce qui peut se passer au sein d'un petit village, la responsabilité des uns et des autres sur le fait d'agir ou de ne pas agir. Concernant les personnages, moi je crois qu'ils ne sont pas si nombreux que cela, il faudrait s'amuser à les compter, mais en effet, le manque de caractérisation fait que on a un peu de mal à s'y retrouver. Les noms à rallonge aussi, quand on n'a pas l'habitude, moi j'ai tendance à les confondre. Bon. Voilà. Mais je rejoins Annelise sur le fait qu'effectivement c'est pas le propos. C'est pas un roman où on veut des personnages voilà, très incarnés, très vivants, avec chacun leur passif, etc. C'est pas le propos, donc ça s'explique. Alors, le narrateur, moi c'est le narrateur qui m'a plus posé problème, donc d'un point de vue écriture. Plusieurs fois, en fait, j'ai dû me redemander à nouveau, mais en fait, c'est qui le narrateur? C'est-à-dire que on lisait, au début, on nous dit que, en fait, c'est raconté par un personnage qui connaît Santiago, mais très vite, on l'oublie, en fait, cette information-là. Et donc, par moment, je me disais, mais en fait, qui est-ce qui est en train de raconter? Est-ce que c'est un narrateur omniscient ou est-ce qu'il y a c'est un narrateur qui a un parti pris? Et ça m'a un peu perturbée. Voilà, j'ai trouvé qu'on manquait un peu de cohérence ou de densité à ce niveau-là. Bon, après, c'est peut-être moi, c'est vrai que j'accorde beaucoup d'attention à cet aspect-là. Non, moi aussi, à un moment, j'ai pensé que c'était son frère, d'autres moments, c'est l'ami, et donc c'est vrai, il y a une confusion. Ouais, et puis parfois un narrateur omniscient, c'est-à-dire que c'était plus un personnage. Oui. Voilà, donc c'était un petit peu confus à ce niveau-là, et c'est ce qui fait aussi, comme disait Fabienne, on n'a pas accès aux émotions, le narrateur a un ton un peu détaché, et c'est ça aussi qui fait qu'on oublie qu'en fait c'est un personnage de l'histoire. Enfin, bon, et qui en fait, bon, en tout cas, qu'il a connu le protagoniste principal. Oui, je termine juste et puis je donnerai la parole à Fabienne. Alors j'avais noté 2-3 autres petites choses. Oui, moi ce qui m'a plu aussi et que j'ai trouvé étonnant, c'est que malgré le fait que ce ne soit pas linéaire et même que les repères temporels soient parfois flous et qui faisait si voilà, on était moins attentif à certains moments, d'un seul coup on pouvait vite être perdu dans la chronologie. Et pour autant, j'ai trouvé qu'il y avait des passages qui m'ont, moi, donné l'impression de plans séquences.
voyez, comme au cinéma, c'est-à-dire les plans séquences, c'est quand on filme d'un seul coup, sans couper, sans faire de montage. Et donc, on a cette forme de continuité comme ça qui fait qu'on est pris dedans et on a l'impression presque d'être dans la scène et de vivre toutes les choses et de voir en temps réel ce qui se passait. Ça, moi, j'ai eu cette sensation-là sur plusieurs passages et je trouve que c'est quand même une prouesse en termes d'écriture. Et en plus, c'est assez étonnant puisque finalement, ça ne peut pas être possible dans ce livre-là, puisque comme on l'a dit, en fait, la chronologie est complètement cassée puisqu'on nous donne la fin dès le début. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Bon, c'est tout. C'est tout. Donc, Fabienne, tu souhaitais intervenir? Il y a quelque chose qui m'a surpris, parce que moi j'ai été pareil tout le temps en recherche de mais qui est le narrateur? C'est qui ce narrateur? Et à un moment donné dans l'histoire, il y a un des personnages qui s'appelle Mercedes Barca. C'est le même nom que sa femme à Garcia Marquez, sa femme réelle. Et donc du coup je me suis dit ah mais alors c'est l'écrivain en fait, c'est l'auteur, le narrateur, il parle à la première personne, voilà. D'accord. Ah, c'est rigolo comme détail. Excuse-moi, ça a coupé, j'ai pas entendu. Alors je disais que j'avais été tout au long du roman, je m'étais demandé très régulièrement, mais qui est le narrateur? Et en fait, à un moment donné, j'ai lu une biographie de Garcia Marquez et je me suis rendu compte que Mercedes Barca, qui est un des personnages du roman, je me rappelle plus qui elle est d'ailleurs, ça fait plusieurs jours que j'ai fini le livre, mais bref, c'est la femme c'est la femme du narrateur, je crois, dans le roman. Il se trouve que la femme de Gabriel Garcia Marquez s'appelle aussi Mercedes Barca. Donc je me suis dit, ah bah tiens, est-ce que le narrateur, ça serait pas tout juste l'auteur? Voilà. Ok, ok. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Et aussi la présence de l'évêque, est-ce que quelqu'un peut, enfin le fait qu'il arrive jamais, est-ce que quelqu'un peut répondre à ma question? Moi, j'ai l'impression que c'est juste pour montrer que c'est quelque chose d'importance pour le village. Et finalement, il n'arrive jamais. Ça me fait rire. Moi, j'adore ça parce que c'est l'absurdité du truc qui m'éclate. Moi, ils vont tous voir l'évêque, mais l'évêque finalement, il s'arrête pas. Ouais, je trouve que c'est dans son style, en tout cas, à Garcia Marquez. C'est vraiment son genre de faire ça. Et on parle de l'évêque tout du long, et finalement, il s'arrête pas. C'est comme dans la vie, un peu, quoi. Voilà. Ok, merci Laura. Oui, je crois que Chantal voulait prendre la parole. Emma. Alors, il faut rallumer le micro. Voilà. Non, de côté. Voilà. Oui, l'évêque, non seulement ils attendent, c'est la grande fête, et en plus, ils apportent des tas de cadeaux à l'évêque. Et ça m'a fait vraiment rire, parce que je me suis dit, le poids de la religion, le poids est là, et le poids des traditions, et là, l'évêque, à peine, c'est méprisant, là, il passe sans s'arrêter. Et j'ai trouvé ça très drôle. Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a Anise et Naïma qui veulent prendre la Il n'a parole pas aussi. son pistolet sur lui. Allez, Il n'a pas son pistolet sur lui qu'il a tous les lundis matins normalement pour aller au ranch. Et ce jour-là, il le prend pas puisqu'il doit aller voir l'évêque. Et là, paf, tout s'organise pour qu'il meure. Oui, donc c'est pas gratuit en termes narratifs, hein. Non, c'est pas gratuit. Mais c'est un peu burlesque. Oui. Oui, tout à fait. Oui, oui, Naïma. Ben, je crois que c'est la même chose finalement, que c'est très important pour les villageois, la religion, mais que de l'autre côté, ils sont inexistants, presque inexistants, l'évêque passe sans leur accorder de l'importance, quoi.
Oui, Anne-Lise? Alors moi, je voulais vous lire un tout petit passage qui illustre comment moi j'ai reçu le roman, qui est en fait juste au-dessus de celui que Nolwenn a lu. Donc c'est toujours page 95, c'est « Les coqs de l'aube nous surprenaient en train d'essayer de reconstituer la chaîne des nombreux hasards qui avaient rendu l'absurde possible. Et il était évident que nous n'agissions pas par simple désir de percer le mystère, mais parce que personne parmi nous ne pouvait continuer à vivre sans savoir exactement la place et la mission que la fatalité lui avait assignée. » Pour moi, ça résume ce que j'ai perçu du livre, c'est une suite de fatalités, une suite de hasards qui a fait que l'absurdité est arrivée, qui est la mort au sein d'une communauté qui se connaît extrêmement bien de Nazar. Voilà. Et l'autre chose que je voulais dire, je ne sais pas, j'ai été déconnectée plusieurs fois, je ne sais pas si vous en avez parlé, il a été dit quand même à plusieurs moments, on a parlé un peu de pourquoi la femme, c'est Angela, je crois, avait désigné Santiago. Hein. On sait qu'a priori, c'était peut-être pas lui. Alors, je sais que certains ont dit, en fait, elle a fait exprès parce qu'elle voulait qu'il lui arrive ça, qu'il soit assassiné. C'est vrai qu'à un moment, on parle aussi des différentes communautés. Santiago Nazar, si je me souviens bien, et arabe ou maghrébin. Et il y a aussi cette idée-là que quelque part, cette femme, au moment où elle a dû donner un nom à son mari, parce que voilà, eh bien, elle a désigné celui d'une communauté qui était un petit peu à part. Et il y a aussi peut-être là-dedans cette idée de la place de certaines communautés dans ces pays-là, et notamment de cette communauté arabe. En fait, elle a désigné celui qui paraissait le plus probable, c'est-à-dire que quelqu'un qui avait beaucoup de, si je me souviens bien, qui avait du succès auprès des femmes et qui faisait partie d'une autre communauté que la sienne. Oui, c'est vrai que ça c'est dit de façon assez claire. Je me souviens, ouais. Ok, Naïma, dernière intervention. Je voulais juste peut-être une petite info, c'est en fait en Amérique latine, il y a pas mal effectivement d'Arabes qui sont partis, beaucoup sont partis de Palestine autour de 47-48, et donc c'est plutôt des gens d'origine palestinienne ou libanaise qui sont là-bas. Les Maghrébins, s'il y a des Maghrébins, c'est beaucoup plus tard en fait. Est-ce qu'on sait à quel... bien intégrés d'ailleurs, ils sont... Est-ce qu'on sait à quelle époque se situe cette petite histoire-là, cette chronique? Oui, c'est au 19e siècle qu'il le situe. Oui, donc c'est bien avant. Milieu 19e. Encore plus tôt. Oui. Ouais. Oui, donc ça, il devait effectivement être un peu une exception dans ce village. Ouais. Peut-être qu'il y a eu une migration avant. Ok. J'ai cru voir une main se lever du côté de Emma Chantal, non? Tout à l'heure, non? Bon, autre chose, on a encore quelques petites minutes. Alors, moi j'ai une question pour Laura, puisqu'elle disait que c'était un auteur qu'elle aime bien. Tu en as lu d'autres de lui, et est-ce que tu aurais des recommandations pour les personnes qui éventuellement auraient envie de découvrir un peu plus de Gabriel Garcia? On dirait pas que c'est la tendance. Donc oui, moi 100 ans de solitude, c'est mon roman préféré. Tu l'as dit, C'est assez incroyable, je trouve. Moi, je l'ai lu avec beaucoup de facilité, mais évidemment, à partir d'un tiers, je ne savais plus qui était qui, et la temporalité, je t'en parle même pas. Mais c'était pas grave, j'ai quand même eu énormément de plaisir. Et je pense qu'il fait vraiment exprès, quoi. Et alors, j'ai lu aussi L'amour au temps du choléra, que j'ai moins aimé. Moi, c'est surtout 100 ans de solitude, qui est un coup de cœur en soi. Et j'aime beaucoup l'humour de l'auteur, mais ses autres romans ne m'ont pas... tu vois, voilà, c'était pas aussi extraordinaire. 100 ans de solitude, je le trouvais vraiment très émouvant parce que ça raconte l'histoire d'une famille sur des générations et des générations, avec une doyenne qui reste, je crois, presque jusqu'à la fin. Et il y a quelque chose d'extrêmement émouvant dans celui-là, je trouve, que tu ne retrouves pas dans les autres, personnellement. Voilà. D'accord.
Bon, je ne sais pas si vous avez lu le billet de blog, donc Anne-Lise l'a lu, hein, mais ce que j'ai trouvé moi assez drôle, c'est que cette interview, elle a été menée en 1981, et dans l'interview, il dit ce serait une catastrophe pour moi de recevoir le prix Nobel de littérature, et il le reçoit l'année suivante. Et ce qui est assez fort dans cette revue, donc The Paris Review, que moi j'aime beaucoup, dont j'extrais en fait les interviews, dont je sélectionne ensuite des passages que je traduis moi-même, c'est qu'en fait ils ont vraiment le nez, les fondateurs et comment dire, les personnes en charge d'interviewer, en fait, très souvent, enfin maintenant je crois qu'il y a eu 300 ou 400 interviews comme ça, elles ont interviewé des auteurs avant leur reconnaissance publique, avant qu'ils reçoivent des prix, et donc ils ont vraiment eu le nez de savoir qui était intéressant, qui allait percer. Enfin, je trouve que c'est assez épatant, quoi. C'est assez épatant. Voilà, donc je trouvais que c'était assez drôle. Bon, finalement, elle l'a quand même accepté, hein, même s'il était contre. Voilà. Et donc, justement, oui. Alors, Chantal, il faut allumer le micro. On n'a toujours pas le micro, Chantal. Bon, on n'a pas entendu Chantal parce que le micro était éteint. Oh, excusez-moi, parce que je suis pas chez moi, alors c'est pas mes. Non, je disais avec un peu d'humour que pour Marquez, tout s'est organisé. C'est une fatalité, tout s'est organisé pour qu'il ait le prix Goncourt, alors qu'il ne le voulait pas. Tout s'est organisé autour de lui, malgré lui. Voilà. Mais c'était un peu La fatalité. Ouais, c'est plutôt sympa comme fatalité, ça. Bon, ok. Oui, voilà, c'était une fatalité beaucoup plus sympathique, mais c'est un bras d'humour. Donc, pour terminer l'année, donc la prochaine séance du club de lecture, donc qui nous amènera au 5 décembre, j'avais hésité entre, pour ne rien vous cacher, j'avais hésité entre Coetzee, qui est un auteur sud-africain, qui est excellent, mais dont les écrits sont empreints d'une certaine violence. Donc moi, ça me dérange pas. Mais voilà, quand je me suis souvenue de vos réactions par rapport à Saramago, je me suis dit, bon, on va peut-être s'abstenir. En tout cas, pour celles à qui ça ne fait pas peur, c'est un excellent écrivain, donc sud-africain, ça change, sur l'apartheid, hein, sur voilà, les conséquences de l'apartheid. J'avais hésité entre donc Disgrâce de Coetzee et un autre livre d'un auteur dont on parle jamais, qui est V.S. Naipaul, qui est un auteur indien. J'hésitais, son livre, c'est très différent, voilà, ça nous amène encore quelque part de peu connu, hein, quand on vient d'Europe, etc. J'avais hésité entre ces deux-là. Et puis finalement, donc le prix Nobel 2024 a été annoncé entre-temps, n'est-ce pas? Et je me suis dit, ce serait trop dommage de ne pas lire Han Kang. Donc, je vous propose pour début décembre de lire La végétarienne de Han Kang, donc cette autrice sud-coréenne. Et vous allez voir, c'est aussi assez étonnant, je trouve, comme littérature. C'est très étonnant. Voilà, je vous en dis pas plus. Est-ce que certains d'entre vous l'ont lu? Non, pas encore? Bon, bah super, ça va être une découverte. Donc, je vais le mettre en ligne, évidemment, mais sinon, donc